Alors, je dois dire qu'en ce moment, on est assez gâtés au niveau des séries, donc c'est un bon cru et un retour de quelques séries crack, alors que je ne vous en avais pas placé dernièrement. J'ai du taf, alors on va pas traîner, hop hop hop. Bonjour, bienvenue sur Décalé, les top In the Name of Blossom. Merci les Chinois d'avoir réussi magistralement une deuxième partie alors que plusieurs fois mon petit cœur s'est fait briser après des mois voire des années d'attente. Oui, je pense à vous, Game of Thrones, Star Wars et même dans une certaine mesure l'année dernière, Lost You Forever, où malgré la qualité de la prod, c'était pas la joie et les changements d'après le scénario original n'étaient pas forcément des plus satisfaisants. Ce ne sera pas le cas de la suite des aventures de Pivoine et de son émissaire des fleurs et des oiseaux, où c'est resté au niveau ultra qualitatif de la première partie, malgré une immense frayeur lors du maudit épisode 12, où on a tous et toutes craint une détérioration du scénario et une trahison des personnages. Ils sont arrivés à se remettre miraculeusement sur pattes, heureusement, et tout va rester bon dans la Pivoine, que ce soit les décors, les costumes, la musique, surtout le jeu des acteurs principaux, mais aussi secondaires. Avant toute chose, sans pour autant complètement spoiler, sachez que le principal c'est que ça couche, que oui, il y a du torse-poil et de qualité et que ça se termine bien, même si en effet ça a modifié quelque peu le roman d'origine. Pas de gamin en vue à la fin de la série et on a cette fois-ci la mort d'un personnage qui normalement continuait de traîner dans le coin. On reprend donc dans la deuxième partie immédiatement après la fin de la première et vous vous doutez que puisqu'il faut occuper 24 épisodes, il va arriver pas mal de merde à Pivoine dans ses affaires alors qu'elle essaie d'épauler les manœuvres politiques de son chéri qui cherche à débarrasser son pote l'empereur de la tutelle tyrannique du prince Ning. Bon, on est évidemment là surtout pour d'une part le féminisme pas toxique de la série et ses beaux personnages féminins, mais surtout pour la magnifique relation de couple des deux personnages principaux. Bon, c'est un régal, même si ça reste très frustrant encore au début. Patience, surtout, vous serez récompensé et je signe quand vous voulez pour une nouvelle collab entre Yongzhe et Nissien. Du coup, je donne une patate pour la sensualité pleine de douceur et de tendresse de la série et pour les fans de porno de la main Austinien. La série a cartonné à juste titre et je n'arrivais pas à en décrocher au point d'accepter de me taper les sous-titres dégueulasses et what the fuck de Mango et les publicités encore plus spéciales. Probablement une des meilleures séries jamais réalisées pour moi depuis The Rise of Phoenixes en termes d'excellence. A Dream Within a Dream. Dans un genre radicalement différent, cette série chinoise a également cartonné et a assuré la reconnaissance, c'est pas trop tôt, du star power de Liu Yuning qui a enchaîné après le triomphe de cette série avec une série de concerts. Je dirais que comme d'hab, il est parfaitement casté dans un rôle de bâtard qui s'avère un cœur d'artichaut de petit amour qu'on a envie de protéger tout mignon et dont on voudrait sécher les larmes tout en restant pour autant badass et que ce rôle, il a été fait pour lui car il joue un incompris sur lequel tout le monde a des préjugés et qui doit se battre bec et ongle pour obtenir reconnaissance de ses qualités et de son talent ainsi qu'affection et amour. Et oui, je le rappelle, cet acteur a pris cher au niveau des haters depuis le début de sa carrière d'acteur. Le pitch, c'est une actrice pas ambitieuse et assez flemmarde qui se retrouve propulsée dans le script de la série qu'elle devait tourner et où elle jouait un perso malheureux en amour auprès d'un immonde comploteur qui lui faisait crasse sur crasse, dont épouser la sœur, la frapper et la laisser crever. Bichette va donc tout faire pour détourner le scénario et se débarrasser du méchant perso, sauf que le script va se modifier au fur et à mesure et lui présenter quelques surprises. Vous me direz, on connaît la chanson de ce genre de scénario, et je dirais oui, mais c'est bougrement mieux foutu et plus intelligent que les autres avec un sens du détail assez percutant. D'abord, ça n'hésite pas à se moquer de tous les clichés habituels de drama du genre. Exemple, survivre au saut d'une falaise ou dormir tout habillé avec ses décorations de cheveux. J'ai beaucoup aimé comment on te donne dès le début toutes les scènes majeures et en effet, elles apparaissent bien telles qu'elles sont listées au début, respectant le numéro de l'épisode et de la scène. Par ailleurs, c'est un scénario original et non pompé sur un web novel ou un webtoon, ce qui est assez rare pour être signalé. C'est plein de trouvailles et tu sais jamais où ça va t'entraîner. Tu ris, tu pleures. Le bémol est que j'ai trouvé qu'on passait beaucoup trop de temps avec le couple secondaire de l'homme de main et de la sœur, mais sinon c'était une joie à regarder et je suis vraiment ravie que Liu Yuning puisse enfin confirmer son statut d'acteur qui compte en lui souhaitant plein de beaux rôles à l'avenir. Ah si tiens, j'ai un autre bémol, on nous avait vendu au début qu'il y aurait des scènes de nudité, avec doublure certes, mais quand même on s'est bien fait arnaquer parce que moi je l'ai pas vu cette scène. Marry My Husband. Bonne surprise aussi que cette version japonaise du manhwa précédemment adaptée par les Coréens avec Park Min-young l'an dernier. C'est évidemment la même histoire de renaissance pour une jeune femme qui, mourante du cancer,
découvre que son mari et sa meilleure amie étaient deux infâmes saloperies qui prévoyaient de se récupérer son assurance vie et qui la tuent au cours d'une bagarre le jour où elle les gaule en plein adultère. Même plan vengeance en essayant de truander le destin et même plan seconde chance avec le patron qu'elle n'avait pas remarqué et qui l'aimait en secret. Pour autant, c'est deux salles, deux ambiances parce que cette version est plus dark, plus mature et bizarrement plus réaliste que la première que pourtant j'avais aussi beaucoup appréciée. L'héroïne est ici, peut-être version japonaise oblige, un peu plus délicate et fragile que la version coréenne, tout en restant pour autant une petite bonne femme courageuse et résolue, mais je dirais que c'est surtout le perso masculin qui vole la vedette avec le très charismatique Takeru Sato. On continue avec Squid Game 3, dernier opus de la série coréenne événement qui ma foi se regarde, d'autant qu'il n'y a pas des masses d'épisodes, et qui reste efficace dans ses décors et ses séquences chocs, ainsi que dans son cast, qui, vous vous en doutez vu le postulat de la série, va en s'amenuisant. Pourtant, je dirais que je reste mitigée parce que je n'ai absolument pas aimé la fin, mais je m'attendais pas pour autant à un happy ending, vu le ton et le sujet de la série. C'était quand même too much, avec l'histoire du bébé, qui en plus est une abomination à regarder, puisqu'ils ont eu recours à un robot et que ça se voit, et que ça m'a perturbée à chaque fois qu'il était à l'écran. Les persos VIP qui sont à une exception près des méchants occidentaux irrécupérables de vice et de méchanceté pure, et puis cet épilogue de naze qui sert de transition à une version américaine qui pour moi n'a ni rime ni raison, ni queue ni tête non plus, parce que j'ai pas envie de voir des Américains obèses s'entretuer en jogging, ça n'aurait rien de nouveau qui plus est, et en les voyant jouer à des jeux coréens qui ne font pas partie de leur culture. Ce qui à mon avis a marqué dans cette série, c'est que justement c'était la première fois que plein de personnes avaient accès à la culture coréenne, à ses références, à sa langue, et c'est l'effet d'étrangeté qui a contribué à mon avis au succès international de la série. Je veux bien imaginer qu'on nous laisse entendre que le concept aurait été vendu à d'autres pays, mais à mon avis chaque pays devrait faire sa propre version avec ses propres références, pas juste se mettre à un jeu de calamar qui n'a aucun lien avec sa propre culture. C'est aussi un des autres points forts de cette série, cette confrontation perverse entre les jeux du monde de l'enfance et la violence entre les adultes. Pour moi, c'est une fin de partie assez ratée, même si j'entends bien qu'elle veut, à dessein et à juste titre, nous laisser sur une impression de dégoût et de profonde injustice. Close to You. Alors, je me suis pastillé ce mois-ci tout un tas de séries chinoises dans le genre amour adolescente, et c'est souvent quand même un peu la même soupe, mais c'est frais, et donc en période de canicule, on ne va pas cracher sur du rafraîchissant. Dans ce mini-drama, on a une nénette qui sympathise avec un mec parce qu'elle vient à sa défense, et lui, ce serait ton typique fils de famille ambiance dysfonctionnelle relativement aisé, avec nénette orpheline qui bosse pour payer ses études, et à qui rien de bien n'arrive, sinon grâce à sa ténacité et à son courage. Dans cette histoire précisément, c'est pas vraiment une comédie, les jeunes gens traversent des choses assez compliquées et difficiles. J'ai trouvé même que c'était un peu plus réaliste que ce qu'on voit d'habitude, parce qu'on n'y va pas à la truelle dans des situations Boys Over Flowers ou dans le mélo, que les persos sont un peu moins stéréotypés que d'habitude, et qu'en plus, on n'essaie pas de nous les faire passer pour des lycéens façon Beverly Hills ou Grease, c'est-à-dire des acteurs qui sont dans leur trentaine ou largement dans leur vingtaine, vu qu'ici, c'est censé se passer dans une fac privée. Les acteurs sont pas mal et l'histoire se laisse suivre. Je dirais pas que j'ai été emballée outre mesure par les persos, et je n'ai pas non plus trouvé ça hyper mémorable. A Love So Beautiful, drama chinois qui a cartonné lors de sa sortie et qui a déjà donné des remakes dans le monde asiatique, notamment en Corée et en Thaïlande, donc c'est dire qu'il a eu un certain impact. On y retrouve la délicieuse Shen Yue et le très grand Rouille Etienne dans une association qui ravira toutes celles et ceux qui aiment les différences de taille. C'est une nénette pas très bosseuse mais pleine de peps qui est amoureuse depuis toute petite de son voisin et camarade de jeu, brillant élève qui ne la calcule pas trop et dont la situation familiale fait qu'il grandit pas dans la joie. Alors qu'il n'est pas très démonstratif avec elle, figurez-vous qu'on nous fait avaler que ce grand couillon est quand même très attaché à elle et qu'après une séparation post-lycée, ces deux-là se retrouvent et cette fois le type se la récupère alors qu'elle était prête enfin à peut-être passer à autre chose, notamment possiblement avec le deuxième mec qui franchement mérite davantage qu'on lui applique le titre de la série. C'est lui qui avec la fille fait montre tout le temps et jusqu'au bout d'un amour véritable et très beau. C'est une série classique à voir, mais je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire d'amour car je trouve vraiment le type assez nul avec la nana tout du long. Our Generation, toujours dans la lignée des deux précédentes séries, drama chinois qui permet au couple de Princess Royal, dont mon choupinet Zhang-Lingreux, de remettre le couvert de manière je dirais plus crédible que dans la série susmentionnée, vu leur jeunesse, mais où pour autant la pilule de lycéen passe moyenne. Alors là on a un garçon qui servait de remplacement à son grand frère décédé pour ses parents qui lui mettent, en particulier la mère, la pression permanente pour réussir et qui du coup est très triste et incompris jusqu'à ce qu'il rencontre dans un village une gamine du nom de Cerise et sa bande de copains. C'est le coup de foudre en particulier pour la fillette, mais les voilà séparés pendant plusieurs années et alors que la fille part essayer de le rejoindre dans le lycée où il fait ses
ses études, n'ayant aucune nouvelle de lui alors qu'elle lui envoie sans arrêt des courriers, c'est la déception parce qu'il fait semblant de ne pas la reconnaître. Et ça va durer comme ça à un moment, avec des phases où ça se rabiboche, puis la fille se refait briser le cœur à cause des casseroles trimballées par le mec, alors qu'à côté d'elle, elle a une âme dévouée de mec secondaire qu'elle ne calcule absolument pas, donc je n'ai pas été très fan non plus de cette relation, même si encore une fois, Zhang Lingre fait mouche dans toutes ses scènes et est très convaincant, en particulier dans sa période à Hong Kong. Echoes of the Heart, mini-drama républicain, et enfin il en sort beaucoup en ce moment, alors qu'on mangeait un peu notre pain sec sur ce genre, qui se regarde mais qui n'est pas officime non plus, avec le très minouchet Han Dong-lin, dont la famille se fait massacrer et qui revient après s'être fait passer pour mort, avec un nouveau visage et un plan de vengeance qui va interférer avec les propres plans de vengeance de son ancienne fiancée et amour d'enfance qui cherche à obtenir justice pour lui. Évidemment, il lui cache son identité et elle le prend pour un ennemi au début. Vous imaginez la suite. Si vous êtes en mal de genre ère républicaine, ça peut vous permettre de patienter en attendant plus croustillant et plus nourrissant. Money Flower, là aussi histoire de vengeance et identité secrète pour ce drama coréen dans une famille de chaebol bâtards où un individu mystérieux a infiltré et parasité un consortium en devenant l'indispensable homme de main et âme damnée d'un des héritiers et de sa bitch de mère, le tout pour mieux leur exploser en pleine gueule. On se doute très vite de son identité et de ce qu'il peut avoir à leur reprocher, et pour être honnête, je n'étais pas emballée plus que ça par la galerie de persos et les magouilles des uns et des autres. Mais bon sang de bonsoir que l'acteur principal, Jang Hyuk, est charismatique et fascinant à regarder dans ses interactions avec les autres personnages, et ce même avec la nana qui n'est pas mal jouée, mais qui est un peu une serviette mouillée tout de même. Je ne sais pas pourquoi, vu qu'il se passe pas grand chose, et qu'on termine sur une fin assez ouverte, mais je n'ai quand même jamais zappé aucune des scènes du mec avec la nana, alors que j'explique qu'ils se sont rencontrés jeunes et ce fut le coup de foudre pour les deux alors qu'elle le sauve d'une tentative de suicide, mais quand ils se revoient des années plus tard à l'âge adulte, c'est parce que le type arrange un mariage de la nana avec le fils chaebol qu'il cornaque pour en faire l'héritier du groupe familial et qui est un sale con que tard tout de même. Les dilemmes du type qui aime vraiment la nana mais pour autant renonce à elle car seul compte ses plans de vengeance, et c'était du caviar à chaque fois tellement l'acteur nous joue ça au poil. 10 Years of Unrequited Love. Le titre est un peu trompeur dans ce mini-drama chinois parce que c'est pas tant que l'amour n'est pas réciproque entre les deux personnages qu'il est surtout empêché par la bitch de mère qui a conclu un pacte avec la nana pour qu'elle se tienne éloignée de son fils pendant 10 ans au minimum, période probatoire pendant laquelle la fille servira d'assistante et ne devra rien révéler de la situation au fils, et en contrepartie la mère paie les frais d'hôpitaux du père de la fille. Alors le pauvre garçon très amoureux ne comprend évidemment pas pourquoi ni comment il s'est fait larguer et se prend des vents sans arrêt de la fille et va donc de dépit bouger sur tout ce qui saute et sauter sur tout ce qui bouge. Quand l'histoire commence, on est à 2 mois de la fin du pacte à la con et le mec s'apprête à se marier avec une bitch. Alors évidemment la fille en a un peu gros sur la patate, mais attention car sinon on n'aurait pas d'histoire, le mec n'a pas complètement tiré un trait sur la nana et essaie de la faire flancher. Ça se regarde même si c'est con sur le principe. Destined with You, drama coréen qui a beaucoup de points communs avec la série J'irai te voir dans ma prochaine vie, d'une part par son thème de correction d'histoires amoureuses tragiques dans le passé et d'autre part pour sa scène de pont et feu d'artifice, parce que c'est le même pont et le même feu d'artifice et que c'est à croire qu'ils ont fait un prix de gros pour les deux séries. Ça se trouve sur Netflix sous le titre Le Livre du Destin et c'est une nana qui bosse pour les espaces verts qui se retrouve en possession d'un livre de sortilège qui tombe à point nommé pour un avocat dont la famille est victime d'une malédiction depuis plusieurs générations. Du coup, sur les conseils de la chamane qui travaillait dans le temple détenu par la famille, le type demande à la nana de le désenvoûter. Mais comme elle commence à faire mumuse avec le bouquin, un filtre d'amour qu'elle destinait à l'objet de son affection à la mairie finit entre les mains de l'avocat et quiproquos et situations rocambolesques se multiplient, le tout sur un fond de karma et de résurrection, car ces deux-là ont du bagage et au fur et à mesure on découvre tout ça. Par contre, je n'ai pas été convaincue par toute l'histoire secondaire du stalker de la fille, j'ai pas trouvé ça très nécessaire. The Sung-Hyuk-Won Scandal, drama coréen qui a bien vieilli et dont je préfère amplement le remake chinois In a Class of Her Own, même si je ne suis pas fan de l'actrice. On retrouve ici la toute jeunette Park Min-young entourée d'une flopée de beaux gosses. C'est une nénette qui prend la place de son frère afin d'aider sa famille au sein d'une académie où évidemment il n'y a que des mecs, vu que les femmes ne peuvent pas étudier, et ses quiproquos amoureux et dilemmes sexuels en tout genre quand elle se trouve à partager la chambre de 2 autres types, un arrogant premier de la classe et un rebelle, auquel s'ajoute un playboy joué par le tout jeune aussi Song Joong-ki. Ça a considérablement vieilli comme je le disais et ça manque cruellement de croustillant même si ça se regarde.
du crack, Blade of Romance. Et ben ça commence pas bien en ouverture de ce mini-drama chinois qui flirte à un moment avec le pseudo-inceste qui, pour une raison qui me dépasse, est tellement en vogue dans les dramas de cette année, puisqu'on commence sur une princesse mariée à un vieux barbon qui se fait carotte le jour du mariage par son chéri et accessoirement frangin, qu'elle entreprend de buter juste après, because vengeance pour son clan. La princesse en question est une fille de général d'un royaume voisin qui s'est fait buter par le prince du royaume ennemi, et qui donc, pour se venger, va usurper la place de la sœur du mec qui avait été envoyée en otage et qui est mort. Elle déboule avec tout un plan bien ficelé, mais c'est pas si simple parce qu'il y a d'autres usurpations d'identité et que dans la fratrie qui se tire la bourre pour devenir prince héritier, la nanette a du bagage compliqué depuis l'enfance avec deux des mecs. Bref, c'est le bordel dans la maisonnée royale et presque on s'en fout vu qu'on est là pour la dynamique compliquée, les dilemmes, les malentendus, les renversements de situation entre les persos et les beaux bisous et scènes sexy, ce qui me fait donner une patate à cette série. Par contre, c'est une fin tristoune. Love Lurking, mini-drama chinois qui rappelle beaucoup Mysterious Love et Embrace in the Dark Knight, deux bonnes références en termes de mini-drama petit mais costaud sur le plan du sexy, avec un démarrage scène putaclic au milieu d'une bande de truands où la fille se fait protéger par un mec qu'elle pense être mouillé jusqu'au cou dans les magouilles, mais qui s'avère être en fait en plan pour démanteler la truanderie. Donc là, on a une nana médecin et ça va être pratique vu le temps que le mec passe à se faire trouer comme une passoire, qui se retrouve kidnappé par un gang de trafiquants de drogue et qui, bon an mal an, fait équipe et s'attache à un beau gosse. Au cours d'une des nombreuses tentatives de fuite, la fille croit le mec mort et blâtit pas que quelques temps plus tard, elle retombe dessus sous un autre nom en patron costard fiancé au bras et bien sûr, il prétend ne pas savoir qui est. Elle n'en démord pas et lui tourne autour afin de savoir la vérité et tout en continuant à la protéger en jouant les passoires, le type continue de nier qu'il est le mec du trafic de drogue histoire de pas la mouiller à sa mission. Mec paraît déjà mouillé jusqu'au cou et pas que dans la piscine et accessoirement ça s'articule autour d'un trafic de drogue à l'hosto où la nana travaille en compagnie d'un ami d'enfance à lunettes panettes qui a des visées sur la fille et où travaillait aussi la mère de la nénette avant de se faire assassiner. Une patate pour la chose qui nous donne quelques scènes sympas sans pour autant conclure et une fin pas terrible. Déception et flop. Coroner's Diary. Ça commençait très bien pour moi pour ce drama chinois qui a plutôt bien marché lors de sa diffusion et qui met en couple très vite qui plus est Landy Lee que j'aime beaucoup et qui est très en beauté dans cette série et un Zhuo Pang qui est en pleine progression sur la scène drame. On a une nénette qui a appris la médecine et les autopsies auprès de son paternel, un fonctionnaire injustement condamné ainsi que le reste de la famille et qui prend l'identité d'une fille de famille pour enquêter sur les circonstances de la déchéance de siens et éventuellement rétablir leur honneur. Alors c'est une famille de bâtard où elle déboule, mais par chance, elle sauve une princesse douairière grâce à ses talents médicaux et se fait adopter par une autre famille, ce qui lui permet aussi de faire la rencontre et de conquérir le cœur d'un prince général qui lui aussi veut rendre justice à un des mecs accusés dans la même sombre histoire. Il est sous le charme de sa beauté et de son intelligence et c'est une histoire d'amour sans complications, mais du coup j'ai trouvé ça très vite un peu chiant, tellement les deux persos sont sans reproche et sans défaut. Si vous êtes fan du genre enquête et autopsie, ça peut être votre truc, c'est bien joué, mais j'ai trouvé que c'était un peu plat. The Princess's Gambit. J'ai eu un rapport compliqué avec ce drama chinois qui commence extrêmement bien avec un énième perso gris compliqué pour Liu Shuyi en ministre froid et cruel qui est obligé de se coltiner un mariage avec une princesse mal aimée livrée en mariage d'alliance à la cour en compagnie de sa garde du corps badass qui m'a beaucoup rappelé Adu de Goodbye My Princess et dont un prince va saboter la noce en arrangeant un plan aphrodisiaque pour discréditer la princesse et salir sa réputation, ce qui permet aux deux persos de se rencontrer en se retrouvant dans le même plumard. Il veut pas de la noce vu qu'il a déjà tout un poulailler à la maison avec lequel il ne se passe rien car elles sont toutes des espionnes dont il se méfie, mais évidemment il va tomber sous le germe de la nouvelle, je te le donne en mille et mille, à cause de sa beauté et de son intelligence, dont elle qui d'autre part est manipulée par sa belle-mère qui exerce sur elle un odieux chantage et l'a empoisonnée, à croire que Liu Shuyi ne choisit ses scénarios que sur ses conditions, parce que c'est pas la première fois. Dans le rôle de la saloperie, on retrouve à son aise l'odieuse soutine de Tien Miles, dans un rôle pas éloigné non plus de l'ambitieuse The Prisoner of Beauty ou de la mère saloperie de Princess Silver, soit dit en passant. Ça commençait bien, je disais, et puis d'un coup ça devient chiant, et puis alors que tu t'ennuies, ça redevient hyper bien au moment où la nana prévoit de rompre ses relations avec le mec alors que tous les deux se sont bien amouragés, et puis ça redevient naze après une chute, falaise et amnésie, et ça restera comme ça parce que les retrouvailles des persos sont un non-événement et qu'on est passé à côté de sexy ou de quoi que ce soit d'ailleurs sur le dernier arc de la série, alors qu'au milieu c'était quand même
très bien. Quel dommage vu les capacités de l'acteur qu'ils ne parviennent pas depuis un moment à nous trouver une série bien calibrée, d'autant plus dommage qu'il y a de très bonnes scènes. First Night with the Duke. Très bon démarrage aussi pour ce drama coréen adapté d'un webtoon où une nénette moderne se retrouve dans le rôle secondaire du bouquin qu'elle lisait et après une soirée très arrosée réalise qu'elle a détourné malgré elle l'arc du couple principal qu'elle shippait pourtant, celui du mec froid et distant avec la pauvre fille courageuse et travailleuse. Voilà maintenant que suite à un coup du soir, le type est devenu red dingue d'elle et elle est bien embarrassée par la situation, essayant à perte de remettre les choses en place. Autant j'ai bien aimé les premiers épisodes, autant je me suis vite barbée là-dedans. To Get Master. Je n'avais pas été convaincue par la nénette de Youthful Glory, et ben je le serai pas plus dans cette histoire, où encore une fois tous ensemble, une nénette atterrit dans un roman et se retrouve à coquiner avec le méchant de l'histoire, sauf qu'ici, petit changement, elle est pas des temps modernes, ça m'a pas convaincue. A Dream Like the True Love. Pour le coup, j'ai trouvé que le postulat du base de ce drama chinois était excellent, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé les acteurs assez charismatiques, en particulier le mec. On a un démarrage qui m'a rappelé le film russe Dragon, d'une nénette sacrifiée au dieu de la rivière par sa famille trop pauvre, et qui est sauvée par un jeune homme qu'elle retrouve quelque temps plus tard quand elle entre au service de sa famille, et plus particulièrement pour s'occuper de la petite sœur. Ça pourrait être le début d'une vie de rêve pour la fille, vu que la famille la traite comme une des leurs, mais pas de bol, une princesse saloperie convoite le jeune homme pour en faire son amant, et comme il résiste, toute la famille se fait massacrer, hormis la gamine que la servante parvient à mettre à l'abri, et donc du coup, elle devient la gardienne. Plus tard, elle découvre que le jeune homme n'est pas mort non plus, mais a accepté de devenir la chose de la princesse, et franchement, ça pourrait nous donner quelque chose de bougrement intéressant, mais encore une fois, je ne crois pas que les acteurs ou l'histoire sont arrivés à tirer le meilleur parti de ce scénario. Les Ningye d'or. Meilleur acteur. On a eu du lourd ce mois-ci, et j'avais déjà du mal rien que côté chinois, mais je vais quand même faire une petite percée côté Corée avec le charismatique Tang Yuk de Money Flower, donc faut absolument que je le place. Et du côté Chine, ce sera le doublon, d'une part pour le plaisir de retrouver Liu Yuning pour sa performance de Dream Within a Dream, ce qui fait que Pepper cumule 2 mois de suite après Prisoner of Beauty le rôle de meilleur acteur, mais il le vaut bien mon chouchou, mais il partagera un bout du trône avec Li Xian, dont j'ai retrouvé avec grande joie le perso d'émissaire des fleurs et oiseaux, dans une période plus sombre et moins habillée, dans tous les cas on était gagnante. Meilleure actrice, Yang Ze se place une nouvelle fois dans le top, mais c'est une habitude sur le mois drama, avec son extraordinaire personnage de Re Wei-Fang. Cette actrice ne finit pas de m'épater, mais je vais placer aussi la délicate Li Yitong, qui fait sa meilleure composition depuis Royal Nirvana, avec son rôle de fouteuse de merde pour le moins attachante. Meilleur acteur dans un second rôle, haut la main pour Wei Zheming, dont j'ai adoré la composition de vilain amoureux plus que jamais dans la deuxième partie de Pivoine, et sérieusement, je plébiscite de revoir ce duo avec Yang Ze, car je trouve qu'ils ont une excellente alchimie. J'aimerais beaucoup les revoir en amoureux cette fois-ci, ce serait très intéressant. Mais comme je ne l'avais pas fait le mois dernier alors que j'en avais très envie, je place aussi l'adorable homme de main de Liu Yuning, Wang Se-chong, qui était une bonne valeur ajoutée dans Prisoner of Beauty, ce qu'il est encore ici, ouf cette fois de manière moins tragique. Je n'aurais aucun problème à ce qu'il figure dans toutes les prochaines séries de Liu Yuning, ça pourrait même devenir un gag récurrent de faire toujours de lui le meilleur pote homme de main. Meilleure actrice dans un second rôle, évidemment Jung Ye-chin, parce que Pivoine va tout rafler, pour son rôle de princesse saloperie qui vire ici dans le pathétique, possiblement rédemptoire. Meilleure musique, beaucoup de bonnes choses ce mois-ci, dont un bon thème dans Princess's Gambit, mais je vais départager principalement entre le nouveau thème de Pivoine, chanté par Isayu, qui devient la chanson du couple dans leur deuxième phase, et sinon coup de cœur pour la bande originale de Dream Within a Dream, qui nous bidouille plein de choses différentes et intéressantes, des trucs franchement comiques et ridicules, mais aussi de jolies choses qui exploitent la voix de velours de l'acteur, donc en particulier Paper Person, la balade mélancolique du perso masculin. Meilleure scène. Bon, alors autant vous dire que je n'allais quand même pas manquer l'occasion d'accrocher mon Lilicienne chérie d'amour dans le calendrier des torse-poils du mois drama de 2025. Donc ce sera lui, notre Monsieur Août, le mois le plus chaud de l'année, donc c'est dire que ça me fait plaisir. Et ils ont fait ça très joliment et très intelligemment dans la série. Je rappelle que je l'avais largement anticipé dans ma revue de la première partie de la série. Merci In the Name of Blossom de nous avoir donné autant de jolies scènes avec Lilicienne torse-poil. Mais on retrouvera aussi First Night with the Duke,
Love me like that, love me like this, and I love you right back. Oh, 큰 파도가 시작될 걸. Buckle up, ready, set, go. 이 감정에 퍽을 explode. 조금 더 거침없이 To get master, 그 순간 가슴 속에 넘쳐난 flower. 이 미움 뜨고 있던 숨 고장난 내 맘속에 blue. 전이 왜 어느 틈에 연결된 네 선을 따라가 baby. Wanting fireworks, burning higher. close to you, 오늘보다 it's so easy, you just gotta love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love you right back. Love me like this, love me like that, love me like this, love me like that. the sun you point candle, Love me like that, love me like this, and I love you right back. Can I see the paradise? 감각들을 깨워봐. 끝내 찾은 missing piece. 심장 속을 밝힌 peace. 나를 향해 겹친 love. 결국 너를 향한 love. 너와 Coroner's Diary, 이어져 커져갈 때. Love me like this, love me like that, 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 love me like Echoes of the Heart, love me like this, love me like that, A Love So Beautiful, love me like this, love me like that, love me like this, and I love you right back. Destined With You, Love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love you right back. Blade of Romance, But if you touch my brain, I'll get all your back. 'Cause it's a nice hard day to hear all the Money Flower, ideas. Where'd you get those at? 'Cause now I'm burning with time, so while you're aiming at, come on. et Love Lurking. Straight to shock, back to the math. You took a long, hard look and came thirsty for that. Pour les meilleures scènes, je retiendrai un bisou possessif jaloux et des scènes aphrodisiaques dans Love Lurking, de jolis bisous dans Blade of Romance dont un doigt sexy, Jangling Re pédalant après le bus dans Our Generation, la déclaration post-noyade dans Coroner's Diary, la scène de rencontre et le moment où le nana quitte le mec dans Princess's Gambit avec un haut du panier partagé entre Dream Within a Dream pour son mariage triangle amoureux de la loose du début, les moments déchirants du perso masculin qui se fait briser le cœur un nombre de fois incalculable par sa chérie, mais bien sûr la succession de moments complètement loufoques et vaudevillesques, alors que dans un genre tout à fait différent, dans In the Name of Blossom, où j'ai alors beaucoup de mal à choisir, je listerai les moments entre Mudan et son ex-mari qui sont tous très réussis et jubilatoires, mais sinon, comment sélectionner toutes les scènes entre Mudan et Jiang Changyang, entre les moments complices, les moments tendrement sensuels, les moments pleins d'angst et de dramatique, sans oublier le fil rouge des scènes de pique à cheveux, oulala, tout a été un régal. Histoire quand même de vous dire le top du top, la déclaration d'amour, la scène du banquet, la nuit de noces de rattrapage où le temps mesuré par la bougie me paraît sacrément ambitieux de sa part de ce coquin de Jiang Changyang qui a visiblement du temps à rattraper au plumard, et tous les plans de Mudan pour parvenir à briser les résistances de son chéri qui est parti en noble crétin prêt à sacrifier ses sentiments pour protéger celle qu'il aime. Toute la série est un bonheur, vous ne manquerez pas de scènes à vous repasser plusieurs fois pour le plaisir des yeux, des oreilles et le plaisir du cœur. Voilà pour ce mois drama d'août, merci d'avoir suivi cet épisode où que vous soyez, en vacances ou au boulot. Alors je suis désolée si la qualité sonore de cet épisode est un peu moins bonne, parce que j'enregistre comme je peux sur mon lieu de vacances personnellement. Au plaisir de lire en commentaire coup de cœur et playlist du mois, en remerciant d'avance celles qui me les partagent régulièrement. Un petit like, un petit partage à votre bon cœur, et on se retrouve le mois prochain avec un meilleur son. Bel été à vous et bon binge watch.